les règles, sont celles-là. Les crypto-monnaies ne sont pas de vraies monnaies, je peux dire, des marchandises à monnaie fiat, mais elles sont considérées comme des actifs, un atout qui sont acceptés dans ce domaine et qui ont pour ça une correspondance, un capital convertible dans un montant pécuniaire. Et ainsi, elle représente nécessairement capacité contributive, capacité fiscale, capacité pour payer des impôts à tous qui les possèdent et qui les utilisent. Ça, c'est les règles générales, mais les crypto-monnaies donnent la possibilité d'acheter des biens, de faire des investissements, et pour ça, il existe la capacité contributive pour payer des impôts. Bon, quelles peuvent être les opérations fiscalement pertinentes avec les crypto-monnaies? On s'interroge. Ça peut être assujetti à l'impôt sur le revenu de personnes physiques, à l'ERPP. Ici, notre impôt sur les revenus de personnes physiques s'appelle IRS, impôt sur les revenus des personnes singulières, de ces personnes physiques. Il y a aussi l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les profits des sociétés, des entreprises sociétaires, les TVA, comme partout en Europe, comme vous savez. Et aussi, il y a la possibilité d'exister le droit de timbre. Les questions sont ça, créer, mining et vendre les crypto-monnaies, assujettis ou non à l'impôt sur les revenus de personnes physiques et l'impôt sur les sociétés dépendant des titulaires des actifs, personnes physiques aux sociétés. Créer, miner et recevoir des revenus passifs. Okay? Créer des crypto-monnaies et après recevoir des revenus passifs. Les revenus passifs sont ou non assujettis à impôt sur le revenu de personnes physiques ou impôt sur les sociétés. Recevoir un paiement d'une transmission de biens ou d'une prestation de service, un crypto-monnaie, ça doit être assujetti au non-impôt. Sur les revenus de personnes physiques, sur les sociétés, il y a TVA. Okay? Et recevoir des donations, ça dépend de qui nous reçoit des donations. Des donations en crypto-monnaie, de vraies donations avec les bouts de données. Okay? Ça peut être assujetti à droit de timbre. C'est la question. Et acheter des crypto-monnaies avec la monnaie et après vendre. Ça, c'est assujetti à quoi? Acheter avec de la monnaie et recevoir un revenu passif, acquisition de biens ou de services, ce sont toutes des opérations qui peuvent être relevantes fiscalement avec les crypto-monnaies et assujetties à différents impôts. Le TVA, les droits de timbre, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus de personnes physiques. Bon, les règles générales, comme peut-être vous le savez, c'est que l'impôt sur les revenus de société et l'impôt sur les revenus de personnes physiques est différent dépendant, premièrement, si le revenu est reçu par les individus, nous irons payer l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Mais si les revenus, les rentes, les profits reçus par une entreprise sociétaire, ça, nous irons payer les impôts sur les sociétés, sur les profits des sociétés. Les sociétés et les individus, ils peuvent être considérés résidents ou non résidents en Portugal. Et s'ils sont considérés résidents, ou même s'ils sont considérés non résidents, on doit savoir que sous les non-résidents, ils sont imposables ici au Portugal, comme dans presque tous les pays, sous les revenus, seulement sur les revenus de source portugaise. Mais si on parle de sociétés résidentes ou des individus résidents au Portugal, les résidents, sociétés et individus, payent l'impôt sur les sociétés ou sur les personnes physiques, sur les revenus de source portugaise et de source étrangère. Nous parlons
d'un revenu de source mondiale pour les résidents. Ça, ce sont les règles générales. Je vous rappelle qu'ici, il y a un statut spécifique des résidents. Ça s'appelle les résidents non habituels. C'est un statut fiscal qui donne des bénéfices, mais ils sont toujours considérés autant que résidents. Résidents, comme moi ou comme lui, qui est ici à côté de moi, mais qui ont un régime fiscal spécial qui devient de remplir les conditions pour les demander. Et les conditions sont basiquement deux conditions. C'est de n'être pas résident au Portugal pendant les dernières 5 années et de changer de la résidence pour le Portugal, d'un pays pour le Portugal. Ça ne dépend pas de la nationalité. Ici, les revenus, le statut des résidents, autant que résidents non habituels, pour être intéressant si la qualification des revenus sur les crypto-monnaies pour être considérée comme revenus capitaux dans ces cas ou comme plus-value. Parce qu'en principe, les plus-values mobilières sont assujetties et pas exonérées, mais les revenus de capitaux, s'ils viennent de dehors de Portugal, sont exonérés d'impôts sur les revenus de personnes physiques. Sous l'impôt de société, si les entreprises sociétaires sont imposées à titre d'impôt sur les sociétés, elles payent impôt sur les profits comptables avec quelques ajustements fiscaux correspondants qu'on appelle les bénéfices imposables. Et le revenu de l'investissement en crypto-monnaie doit être compatibilisé et inclus dans le profit imposable de la société, de l'entreprise sociétaire. Ainsi, les revenus de crypto-monnaie perçus pour l'entreprise sont imposables au titre de l'impôt sur les sociétés. Excusez-moi, j'avais trompé ici. Sur la question sur les impôts sur les revenus de personnes physiques et IRPP, nous avons différentes catégories. La catégorie A, c'est pour les salaires. La catégorie B, c'est pour les honoraires, pour les revenus des professions libérales. La catégorie E, c'est pour les revenus de capitaux, d'investissement, de capital. Catégorie F pour les revenus de location. Après, les plus-values, plus-value mobilière ou plus-value immobilière. Ici, c'est plus important, les plus-values mobilières. Et les pensions. Ils sont classifiés avec les lettres A, B, O, F, G, H. Bon, la question, c'est que si un contribuable perçoit des salaires, des honoraires, des dividendes, des intérêts, des loyers, les paiements de vente d'actions, de maisons ou de pensions en crypto-monnaie, celle doit être considérée comme des paiements en espèces et imposés dans chaque catégorie. Payer en crypto-monnaie, c'est comme payer en argent, qu'on peut payer quelque autre nature. C'est seulement un problème de transformer, de changer l'actif en espèces en actif monétaire. C'est pour ça que si un contribuable perçoit des salaires en crypto-monnaie, il est considéré comme à obtenir des revenus d'emploi. Ce sont des honoraires, la catégorie B de revenus de profession libérale ou d'entreprise individuelle. C'est des intérêts, revenus de capitaux, catégorie O. C'est des actions, s'ils vendent des actions de maison et reçus de crypto-monnaies, ça sera un plus-value capital, catégorie G. Ces reçus de pension avec crypto-monnaie sont de pension. C'est un peu les règles générales. Bon, ici, si un contribuable génère des crypto-monnaies et les vend subséquemment, ces revenus doivent être perçus comme une activité d'extraction ou comme de création d'un bien intellectuel. En principe, je dirais que ça doit être taxé dans la catégorie B, que c'est la catégorie des revenus d'entreprise et des professions libérales.
S'il s'est considéré, comme je pense, dans cette revenu d'entreprise et de profession libérale, attention qu'ils iront payer dans les règles générales qui sont aussi applicables. Les taux applicables vont de 0 jusqu'à 48%, plus un surtaxe de 5%, jusqu'à 53%. C'est pour ça que c'est la qualification des revenus qui est très important de voir dans le cas concret. Si un contribuable investit dans les crypto-monnaies en achetant et un jour il le vend, un acte plus ou moins isolé, les revenus perçus ne peuvent pas être imposés parce que c'est un plus-value, parce que ça peut être considéré, ici est considéré comme une plus-value mobilière dans la catégorie G, comme vous avez parlé, c'est une catégorie fermée et qui ne prévoit pas la vente de ses actifs, c'est au dehors de la catégorie. Et c'est pour ça qu'il y a une information vinculative de l'administration fiscale, mais par un certain cas concret, qu'il faut voir si appliqué à d'autres, qui c'est pas, même si c'est un plus-value, c'est sa nature, et pas inclus dans les tables, dans la catégorie imposable, parce qu'il n'est pas prévu. Mais officiellement, par le biais des réponses constreinte, d'informations vinculatives, et qui n'engagent pas des contribuables en général, seulement lesquels ont demandé dans cette circonstance et fait concrète, l'administration fiscale portugaise a déclaré que ces revenus, les crypto-monnaies, ne peuvent être imposés que s'ils étaient perçus dans le cadre d'une activité indépendante de la catégorie B. Et c'est ça la question. C'est dans le cas concret, c'est ou non inclus dans cette activité indépendante, c'est ou non être qualifié autant que catégorie B ou que catégorie G, autant que revenu d'entreprise ou autant que plus-value. Les gains réalisés par les contribuables avec les crypto-monnaies ont déjà été imposés dans cette catégorie dans des cas très précis. Bon, sur les personnes physiques, problème qui peut arriver, les activités indépendantes peuvent être exercées avec régularité ou non. C'est le premier problème. Si nous avons un acte isolé, ça ne signifie pas que ça, ce n'est pas un revenu d'entreprise de profession libérale taxable. Ça ne signifie pas. Ça dépend beaucoup plus de la finalité commerciale que l'investissement dans la crypto-monnaie. Et dans la plupart des cas, il ressemble qu'il ne peut pas avoir cette sang commercial. C'est très important parce que ça dépend de la qualification, ça fait dépendre de la taxation non, de cette qualification. En termes généraux, sous les TVA, comme vous savez, le TVA est un impôt sur les consommations, sur les dépenses, sur l'achat, ou sur l'importation de certains biens, sur l'achat ou sur la prestation de certains services. C'est payé, le charge de l'impôt est payé, même s'il est payé pour le vendeur, prestataire qui prête les services, il est payé indirectement pour l'acheteur, pour le consommateur. Il est chargé pour les prestataires, qui est les prestataires, le vendeur, qui est assujetti à l'impôt sur les sociétés ou à la catégorie B et IRPF. En particulier, une entreprise peut être tenue d'appliquer le TVA sur les opérations qui sont opérations imposables. Par conséquent, les opérations imposables à la TVA qui utilisent les crypto-monnaies autant que moyen de paiement doivent être soumis à cette taxe. Parce que payer en crypto-monnaie, payer en argent, on paye un pool, c'est exactement la même chose. Okay? Exactement la même chose.
Cependant, il existe une exonération spécifique pour ce type d'opération d'échange qui est applicable dans ces cas. Parce qu'en toutes les opérations d'échange de monnaie, et si les crypto-monnaies peuvent être considérées des monnaies, il n'y a pas de TVA parce que dans ce type d'opération d'échange, il n'existe pas le TVA. Sous les droits de timbre, il peut aussi arriver les droits de timbre. Les droits de timbre portugais est un impôt prélevé sur tous les actes et contrats qui sont spécifiquement prévus dans la loi. C'est une liste de situations et de documents et ça inclut les donations. Comme peut-être vous aussi le savez, nous n'avons pas un impôt sur les successions ou sur les donations, comme dans beaucoup d'autres pays. Sur les successions et les donations, il y a un impôt de timbre, qui est un impôt de timbre de 10%, mais il y a aussi sur les transmissions dans la famille nucléaire, c'est-à-dire sur les transmissions entre époux et descendants dans la ligne directe, parents-fils, ligne directe, ascendant, descendant et époux, il y a aussi une exonération de cet impôt de timbre. Ainsi, si toutes les conditions sont vérifiées, notamment en fait l'opération soit considérée comme située sur le territoire portugais au fond du droit de timbre, il devrait être assujetti à cet impôt, mais s'il y a aussi une exonération entre descendants en ligne directe ou époux, il s'applique aussi l'exonération dans la famille nucléaire. Les donations de crypto-monnaies peuvent et doivent être perçues comme des donations d'actifs. Comme vous savez, il y a quelquefois qu'il y a des donations qui ne sont pas vraiment des donations dans les crypto-monnaies, qui sont plus des paiements, des prestations de services pour autres personnes qui aident dans le domaine de la crypto-monnaie. D'autres conclusions, 4 conclusions, pour vous dire que le Portugal n'est pas un paradis fiscal des crypto-monnaies. Nous disposons des règles générales qui sont applicables aux opérations liées à crypto-monnaies. Cependant, et en fonction de l'opération particulière en question, de la situation personnelle et fiscale globale du contribuable, société ou personnes physiques, certaines opérations de crypto-monnaie et les revenus de ces actifs peuvent n'être pas imposés au Portugal. Les règles plus spécifiques s'apporteraient une plus grande sécurité, notamment de meilleure conjugation avec des régimes spéciaux tels que les régimes des résidents non habituels. C'est même pour vous dire que nous n'avons pas jusqu'à maintenant des règles spécifiques sur les crypto-monnaies. Peut-être un jour, nous irons l'avoir parce qu'il y a d'autres pays effectivement à le faire. Mais ici, non seulement par des informations spécifiques pour des situations concrètes sur lesquelles l'administration fiscale portugaise a déjà prononcé, mais aussi avec les régimes, les résidents non habituels, on peut arriver à une situation pour être intéressant. Et merci beaucoup pour cette opportunité, Rachel, de nous inviter pour parler. Et j'espère que j'avais pu vous donner un peu d'idée de la situation fiscale portugaise sur les domaines de l'acquisition de la crypto-monnaie en Portugal. Merci beaucoup. Rogerio, merci. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. On va les prendre. On va essayer de répondre aux questions qui sont les plus générales. Donc, il y a un monsieur qui demande est-ce que ça peut monter jusqu'à 53% de taxe maximum au Portugal pour les crypto-monnaies? Rogerio, on ne vous entend pas parce que le micro, voilà, c'est bon.
Pardon, Rachel, vous pouvez... Je répète, oui, donc il y a un monsieur qui demande comme ça, est-ce que ça peut monter jusqu'à 53% de taxes maximum au Portugal pour les crypto-monnaies? Dire pour les crypto-monnaies, c'est très général, ok? Mais ça peut arriver, oui, c'est une activité considérée commerciale ou professionnelle, ça peut vraiment arriver à la taux maximal de notre impôt, sous les impôts sur le revenu personne physique. Si c'est des sociétés, c'est 21%, c'est le taux normal sur les profits des sociétés. Et après, c'est la société qui gagne le montant, qui a le profit. La distribution des dividendes, c'est 21% pour la société en général. Et après, dans la distribution, il y a 28%. Mais pour ça, il doit être considéré inclus dans les profits de la société ou considéré comme revenu de la catégorie B, professionnel commercial, autant que profit d'un entrepreneur individuel. Okay? Alors, il y a une autre question qui est arrivée aussi, donc, de la même personne qui demande quel montant n'est pas imposé au Portugal concernant les crypto-monnaies. Et il n'y a pas un montant qui n'est pas imposé. Ça dépend de la qualification de la nature des revenus. En principe, c'est considéré autant que plus-value mobilière, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la décision fiscale portugaise, il y a une information qui aide à dire que ce n'est pas imposable dans cette situation. Ok, alors, tout en lisant les questions, j'essaie de choisir en fait les questions qui sont les plus pertinentes à tout le public parce que c'est évidemment qu'on ne peut pas rentrer dans des considérations très personnelles. Donc, il y a Michel qui a posé une question qui est pertinente, je pense, à tout le monde. Comment est-ce qu'on détermine si on est un particulier ou un professionnel? Est-ce qu'il s'agit du nombre d'opérations ou des montants? Ça ne dépend pas des nombres. C'est pour ça que je vous avais dit qu'un acte isolé peut être considéré comme une activité professionnelle. Ça dépend de la situation concrète. On peut dire que si toute votre activité, c'est de faire de minération et de vendre, etc., ça peut être considéré comme activité commerciale et professionnelle. Et c'est comme ça, pas considéré comme plus-value mobilière, et c'est comme ça, pas exonéré. D'accord. Alors, il y a un autre monsieur qui a posé donc une question qui est un petit peu plus compliquée. Donc, il pose la question suivante. Si on veut ouvrir un compte portugais pour investir dans l'immobilier et faire passer 15 000, 20 000 cryptos qu'on a vendus sur notre compte pour investir, est-ce qu'on se fait taxer? Non, parce que ça, c'est un actif. Ça donne pas des... Les problèmes, là-bas, c'est un problème de compliance bancaire. Okay? C'est les banques qui vont voir d'où vient l'argent. C'est une autre chose. Okay? Mais Okay. il n'y a pas un acte posable. Okay? OK. Alors, j'essaie de lire toutes les questions. C'est difficile parce que les questions... voilà. Alors, donc, Ben a posé aussi une question. Avez-vous déjà eu des situations où la personne s'estimait investisseur ou que c'est occasionnel et finalement, elle a été requalifiée en catégorie B par le fisc et elle doit donc payer des taxes? Oui, ça va arriver beaucoup, je suis sûr, parce qu'il y a des situations qu'on connaît, qui sont plus ou moins publiques, parce que ça vient des informations véhiculatives de l'administration fiscale. Nous connaissons une personne qui a acheté un Ferrari et qui a pensé que les crypto-monnaies étaient exonérées ici, l'administration fiscale avoue que ça, c'était une manifestation. Il y a ici un peu de trait.
ça a considéré ça une manifestation de fortune et il a demandé à ces messieurs d'où vient l'argent. Il a expliqué que vient de la crypto-monnaie et que c'était exonéré. L'administration fiscale a dit non, ce n'est pas exonéré parce que ça vient d'une activité professionnelle, d'une activité commerciale. Ils vont payer des impôts comme les autres. Et c'est pour ça que c'est très important la qualification. Okay? Ok. Alors, ça arrive. C'est pas, je vous parle d'un cas plus ou moins public. Okay? C'est pour ça. Ce n'est pas un cas que j'ai déjà ici, mais que tout le monde connaît. Okay? Okay. Alors, il y a un monsieur, il s'affiche sous un surnom, donc je ne sais pas quel est son nom, qui demande comme ça, si on est qualifié en professionnel, on devra payer 20% d'impôts, y compris donc la charge sociale, ou bien 21% donc d'impôts plus 28% de charges sociales. Je n'ai pas compris exactement, Rachel. Les 20% viennent de où? Non, donc il dit comme ça. Donc, si on est qualifié en professionnel, donc on devra payer que 21%, alors donc, entre guillemets, impôts plus charges sociales, ou bien 21% d'impôts plus 28% de charges sociales, soit un total de 49%. Ici, je ne crois pas qu'il y a des charges sociales, mais ça, je dois vous confirmer. Okay? Je vous avais parlé seulement sur l'impôt sur les revenus de personnes physiques. Sur les charges sociales, je ne suis pas sûr et ça dépend de la situation concrète. D'accord, j'ai compris. Okay. Alors, réfléchis, je vois s'il y a eu encore une question qui est arrivée qui est pertinente aussi à tout le monde. OK. Alors, il y a une question qui concerne en fait l'impôt sur les sociétés. Donc, au niveau des sociétés, ça rentre juste dans le calcul de l'IS en fin d'année fiscale si ça a été reconverti en euros, ou il y a un impôt à payer en plus sur une éventuelle plus-value. Oui, même si c'est considéré une plus-value, dans le cas des sociétés, c'est inclus dans le profit de la société imposable et qui est payé l'année suivante jusqu'au fin de mai de l'année suivante. Okay? OK. Alors, la même personne donc demande encore une fois, oui, mais bon, je vais. Alors voilà. Pour faire plus simple, sur 1 million d'euros, on paye combien de taxes si on est qualifié en professionnel? Comme je vous avais dit, 1 million, le taux est progressif, ça, avec des ranges, on dit des ranges, avec des ranges. Ça va de 0 jusqu'à 48, plus sur taxe 2,5, plus sur taxe 2,5. Après 80 000 euros et après 250 000 euros. Il faut faire les comptes. Je ne sais pas le faire, mais ça va de 0 jusqu'à 53%. Okay. Dans ce cas, ce n'est pas considéré plus-value, c'est considéré en tant que professionnel ou commercial, c'est jusqu'à 53%, c'est une personne physique qui l'obtient. OK. Enfin, donc je vais prendre une dernière question et on va clôturer la session. Donc, il y a Ben qui demande, serait-il judicieux, étant sous le régime RNH, d'ouvrir une société à Malte, par exemple, de faire passer ses bénéfices via cette société et ne payer que 10% de taxes, qui est le taux applicable à Malte? Okay. Mais tout le monde a beaucoup d'imagination. Mais les fiscs ont d'imagination aussi. Ils connaissent les choses. Okay. Et après, il y a des règles générales qui s'appliquent. Les règles d'anti-abus fiscal spécifique, d'anti-abus général, etc. Si on ne peut pas appliquer cette règle, c'est la première chose, la première condition à remplir. Si vous êtes un résident au Portugal et un résident non habituel, avec une société à Malta, dans quel autre pays du monde, qui reçoit de revenus de capitaux au Portugal, vous pouvez être exonéré de l'impôt ici pendant une période de 10 ans. 10 ans. Mais ça dépend de beaucoup d'autres choses. Okay? D'accord, OK. Alors, Rogerio, et je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications.
Alors, je remercie aussi donc tous les participants. Je vais vous envoyer maintenant un email donc avec les coordonnées de contact de Rogerio et aussi donc une copie donc de l'enregistrement de cette session pour ceux qui avaient un problème donc à nous entendre. Et je vous invite aussi à nous suivre sur Eventbrite parce qu'on fait souvent des webinaires. Donc, si vous voulez suivre nos activités, il suffit donc de nous suivre sur Eventbrite pour être au courant. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir revoir, à merci. tous. Au revoir.